Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de ce match Montpellier-Marseille. L'OM fait match nul à Montpellier. C'est donc la première partie de saison qui se termine. Je vais faire aussi mon petit bilan de cette première partie de saison. Je vais donner mon avis sur les points forts, les points faibles, etc. Et surtout, on va parler de la conférence de presse de Pablo Longoria qui a eu lieu aujourd'hui à 11h30 au Vélodrome. Donc c'est pour ça que j'ai tardé aussi à vous faire le débrief du match parce que j'attendais cette conférence de presse. Voilà. Donc on enchaîne tout de suite. Alors je vous le dis d'entrée, les gars, je suis honnête avec vous, hein, vous le savez, comme toujours. Le match Montpellier-Marseille, je l'ai vu chez un cousin à moi, dédicace à toi, José. J'ai regardé la première période comme il faut. La deuxième, je l'ai vue sans la voir. Voilà, j'ai dû partir après, puisque mon beau-frère fallait aller le chercher à la gare Saint-Charles. Voilà, donc vers 10h20 comme ça, je suis parti. Donc la deuxième période, malheureusement, je l'ai pas vue. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais faire un débrief rapide du match. Voilà. Je vais pas débriefer une deuxième période que je n'ai pas vue. C'est complètement débile, hein, tu vois. Donc voilà les gars, en tout cas, la composition d'équipe de l'Olympique de Marseille, bon ben 3-5-2. Lopez, Mbemba, Gigot, Balerdi, Klos, Murillo dans les côtés. Lodji était suspendu. Veretout, Kondogbia au milieu, Haritangis et encore une fois Aubameyang, Iliman Ndiaye. Alignés les deux. Les stats du match, pourtant, ils sont pas dégueulasses hein, quand tu vois les stats. 12 tirs à 17 pour l'OM, 6 cadrés à 4 pour Montpellier, 31% de possession à 69 pour l'OM et 5 corners à 10 pour l'OM. Donc bon, dans les stats, ça a pas l'air dégueulasse, tu vois. Moi, ce que j'ai vu du match, comme je t'ai dit, je l'ai pas vu en entier. Bon, ben j'ai vu l'ouverture du score de Fayad, il me semble. Voilà, sur coup de pied arrêté, alors qu'on fait pas un mauvais début de match, je trouve. On est investi, on met le pied sur le ballon, on est assez dans le match, on rentre bien dans ce début de match, mais on se prend ce but sur coup de pied arrêté. Bah aussi au début, vers la deuxième ou troisième minute, là, il y a un cafouillage dans la surface de l'OM. C'était un peu le bordel, tu vois. Mais bon, on ne s'est pas encaissé ce but. Lopez a été performant. Mais on se prend ce but sur coup de pied arrêté, voilà, malheureusement, hein, encore une fois. Donc ça fait 1-0 pour Montpellier. Ensuite, j'ai vu le but de Veretout et ensuite j'ai dû partir. Voilà. Donc on a ce centre de Klos en deuxième période vers la 52e. Un centre de Klos, une tête de Veretout. Il a réussi à égaliser. Après, j'ai dû partir malheureusement. Donc, je peux pas vous débriefer le reste du match. Si je dois parler de ce match sans avoir vu la seconde période, bon, ben, moi, j'avais dit dans mon avant-match, si tu gagnes à Montpellier, c'est le top. Même nul, je prends. Donc, bon, c'est ce qu'on a fait. On a fait match nul. Au moins, on n'a pas perdu. Est-ce que c'est un bon point de prix contre Montpellier? Dites-moi en commentaire, mais bon. Moi, je voulais pas de défaite pour justement passer de bonnes fêtes. Justement, tu vois, que tu restes pas avec la défaite de l'OM et tout. Donc voilà, on prend quand même un point, c'est déjà bien. Tu ne perds pas. Voilà. Après, j'ai regardé un peu les commentaires de tout le monde. Il y a beaucoup Murillo qui sort, hein. Murillo qui est dans les tops. Veretout, bon, qui a mis son but et apparemment qui a fait un bon match. J'entends dire aussi que Unai, apparemment, il a fait aussi son match. Donc, bon, c'est bien. Balerdi, beaucoup trop d'erreurs sur ce match-là. Je trouve qu'il n'a pas été bon à ce que j'ai vu, moi, déjà. Aubameyang, ça a été dur à le trouver aussi. Bon, voilà. Voilà un peu pour tout ça. Je vous mets aussi, les gars, le classement. Donc, à la 17e journée de Ligue 1. Donc, la phase aller du championnat est terminée. On peut voir que l'OM est donc 6e. De ce championnat avec 27 points et on est exactement à 4 points de la 4e place. Tu le sais, les 3 premiers qualifiés direct en Ligue des Champions et le 4e est qualifié pour le barrage de la Ligue des Champions. Nous, on est 6e, on est actuellement en Conference League. Voilà. Mais tu as 27 points, tu as 4 points donc de la 4e place. Donc tu peux jouer encore ce podium. Et tu as à 6 points. C'est ça, Monaco 33 points, donc tu as 6 points de Monaco. On reste quand même dans les clous.
Tu vois, on pensait que c'était cuit, qu'on n'avait plus rien à jouer. Finalement, non. Tu peux peut-être accrocher encore ce podium qui est l'objectif de l'OM, terminer sur le podium. Voilà. Même si je le dis tout le temps, hein, terminer sur le podium n'est pas un trophée. Tu vois. On aimerait gagner des titres, mais bon, c'est pas pour maintenant. Donc voilà, on peut voir le PSG premier 40 points, deuxième Nice 35 points, troisième Monaco 33 points, quatrième Brest 31 points. Les Brestois là, ils sont incroyables, incroyable cette équipe, entraînée par Éric Roy, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Cinquième Lille 28 points. Heureusement que Lille a perdu hier contre Strasbourg. Ça, ils te font pas un trou au classement. Sixième l'OM, 27 points. Septième Lens, 26 points. Huitième Reims, 26 points. On a Lyon aussi, je crois qu'ils sont 15e ou un truc comme ça. Ils ont remonté un peu la pente. Ils ont enchaîné 3 victoires d'affilée. Donc voilà, pour ce classement, donc, à la phase allée du championnat, l'OM, donc, c'est 7 victoires, 6 nuls, 4 défaites. Voilà, pour l'OM. Donc 0 défaite à domicile. On est la meilleure défense d'Europe à domicile. Ça aussi c'est quand même pas mal. Donc on ne perd pas au Vélodrome. Voilà. Donc mon bilan de cette première partie de saison. Le début de saison c'était catastrophique franchement. J'avais très peur. Donc souvenez-vous l'élimination contre le Pana. Je pense que ça va rester le point faible de cette saison, hein, déjà, pour commencer, parce que le Pana, tu devais te qualifier, voilà. Sauf que, bon, tu passes de Igor Tudor, avec son jeu offensif, avec son pressing, avec sa défense à 3, tu passes directement à Marcelino, une défense à 4, une 4-4-2 des années 35, un football totalement dépassé. Les joueurs, résultats, ne sont pas prêts en début de saison, pas du tout. Ça fait trop de bouleversements, trop de changements de joueurs, changements de coach, changements de philosophie de jeu. Et tu avais un barrage important, résultat, tu n'es pas prêt par rapport à tous ces changements-là et tu te fais éliminer contre le Pana. Voilà, moi ce que je constate. Ensuite, tu es donc en Europa League. Donc Marcelino viré, etc. Bon, Gattuso qui vient, avec une nouvelle personnalité, avec sa grinta, avec son envie de transmettre sa mentalité de grinta aux joueurs. Bon, tu connais, je vais pas te faire un dessin. Tu es en Europa League, tu as un groupe quand même élevé, avec l'Ajax, Brighton, AEK Athènes, tout ça. Brighton, on va dire Brighton, on va le dire à la française. On a un groupe comme ça où on se dit bon c'est quand même compliqué, c'est un beau groupe, est-ce qu'on va arriver à se qualifier? C'est ce qu'on a fait, même si on n'a qu'une défaite en poule, mais on finit deuxième malheureusement. Donc on va passer un barrage. Alors c'est bien parce qu'on n'est pas KO, tu vois, on est toujours en vie. On va dire qu'en Europa League, malgré tout, on fait un bon parcours quand même. Voilà. On fait un bon parcours quand même en Europa League, il faut le dire, tu vois. Donc on a ce tour de barrage qu'on va jouer début février contre le Shakhtar. J'espère qu'on va se qualifier parce qu'on est à l'Olympique de Marseille et on doit jouer toutes les compétitions à fond. Voilà, ça c'est clair et net. Donc Gattuso qui arrive, qui fait un peu sa remontée au classement. Donc au début il arrive, il met son 4-3-3 en place, 4-3-3 ou 4-2-3-1, appelle-le comme tu veux. Il met ça en place, on voit qu'il essaie de trouver des solutions, de s'adapter à l'effectif qu'il a, de s'adapter vite à la situation de l'OM, au contexte marseillais. Et je trouve qu'au niveau de l'adaptation, Gattuso, pour moi, pour l'instant, il a fait très bien, je trouve. Voilà. Donc il met son 4-3-3 en place, il voit que ça marche pas, parce que tu n'as pas des joueurs pour jouer dans ce système-là, tu n'as pas de joueurs de côté à part Ismail Assar, mais tu n'as pas véritablement de vrais ailiers. Pour jouer dans un 4-3-3, il te faut vraiment des ailiers purs, que ce soit en défense avoir de vrais latéraux défensifs et en attaque avoir de vrais ailiers, c'est ce qu'on n'a pas à Olympique de Marseille. Lodji dans une défense à 4, c'est pas le top. Klose, encore ça va. Honnêtement, Klose, je trouve dans la défense à 4, ça passe à la limite, même si c'est pas non plus défensivement serein. Voilà. Et surtout en attaque,
tu n'as pas vraiment de véritable ailier. Iliman Ndiaye, pour moi, ben, dans un 4-3-3, ce n'est pas un ailier, c'est plus un joueur dans l'axe. Harit, c'est un joueur dans l'axe. Correa, tu regardes dans sa carrière, de partout où il est passé, c'est un joueur dans l'axe, ce n'est pas un joueur de côté. Tu as Aubameyang, Vitinha, donc voilà, le 4-3-3, je pense que c'est pas pour l'OM, en tout cas avec l'effectif qu'on a actuellement. Gattuso fait son 3-5-2, donc on revient un peu quasiment sur les bases ben, de Igor Tudor, hein. C'est un peu le même schéma, et on voit que l'OM remonte au classement, on est un peu plus performant, et tu joues un peu mieux, voilà. Donc voilà, pour mon petit bilan de la première partie de saison. On a très mal commencé, on a très mal démarré pour tout ce que je viens de vous expliquer, mais là c'est vrai que bon maintenant, ben, tu es en barrage d'Europa League, donc tu n'es pas KO en Coupe d'Europe, tu peux encore continuer ce parcours si tu te qualifies, et en championnat, ben, tu es à 4 points de la 4e place, donc bon, l'objectif podium pour l'instant, il n'est pas enterré. Voilà, donc on sauve un peu les meubles. Voilà. Maintenant les gars, on va parler de la conférence de presse de Pablo Longoria. Donc c'était aujourd'hui à 11h30 au Vélodrome. Donc c'est pour ça que j'ai attendu cette conférence de presse pour vous faire cette vidéo. Comme ça on parle un peu de tout. Donc voilà, il y avait des choses intéressantes, il y avait des choses, bon... quand on te pose une question et tu mets 25 minutes pour répondre à une question, bon... Après voilà, moi personnellement j'ai aimé cette conférence. J'ai aimé cette conférence, on a appris des choses. Alors il a parlé, je vous fais un bilan vite fait un peu comme ça. De toute façon, la conférence de presse, les gars, elle est disponible sur les réseaux, sur YouTube, etc. Je pense, donc vous pouvez aller la voir si vous voulez la regarder entièrement. Voilà, moi je vais te faire un petit bilan comme ça, point par point. Alors c'est pas exactement dans la même chronologie, mais voilà, je te fais un peu un bilan. Il a parlé bon de Pape Gueye. Pape Gueye, vous le savez, il lui reste 6 mois de contrat. C'est-à-dire que tu dois le prolonger maintenant, ou sinon tu dois le vendre au mercato d'hiver. Hors de question qu'il parte libre. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Et Longoria, il nous dit, dans la conférence de presse, je lui ai fait une proposition de contrat. Là, dans pas longtemps, je vais lui faire une deuxième. Donc, si on croit Pablo Longoria, ça veut dire que donc Pape Gueye aurait refusé la première offre de prolongation. Sinon, tu ne fais pas une deuxième. Voilà. Donc, je pense, pour Pape Gueye, s'il n'accepte pas l'offre de contrat que l'OM va proposer maintenant, Pape Gueye va partir au mercato d'hiver. Ça, c'est clair et net. Voilà, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Après, les gars, bon, ben, c'est normal aussi. Il faut se mettre à la place de l'OM. Tu as un joueur en fin de contrat. Si tu lui fais des propositions, bon, ben, si le joueur n'accepte pas, moi, c'est réglé. Hein. On est au mercato d'hiver, je te vends. Donc ça, sur ça, même que si j'aime bien Pape Gueye et au fond de moi, j'ai envie qu'il reste, mais s'il refuse les offres, je suis d'accord avec Longoria qu'on est obligé de vendre Pape Gueye. Hors de question qu'il parte libre. Voilà, il a la cote en première ligue, etc. On n'aura pas de souci, je pense, pour vendre Pape Gueye. Ensuite, il a parlé aussi de Luis Enrique. Luis Enrique, donc, il revient à l'OM en janvier, il appartient toujours à l'OM. Mais j'ai senti quand même Longoria à ce sujet. Je pense qu'Enrique va quitter l'OM. C'est mon pronostic. Voilà, je vous le dis. Parce que Longoria, il te dit, oui, bon, Enrique est toujours un joueur de l'OM. Là, il va revenir. Alors, c'est vrai qu'on aura beaucoup de départs à la CAN. Donc, Enrique, ben, il peut rester pour nous aider. Mais il y a 7-8 clubs qui sont dessus. On a beaucoup de clubs brésiliens. On a des clubs européens. On va étudier tout ça. Donc en gros, il te fait comprendre, hein, il te fait comprendre que Cannes, pas Cannes, ce que tu veux. S'il y a une bonne offre qui arrive sur Enrique, je pense qu'il va le vendre. Voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. Après voilà, hein, s'il vient au mois de janvier, qu'il est performant, que Gattuso lui dit non, écoute, finalement, laisse-moi le parce que je pense que je peux faire quelque chose avec lui. Peut-être ça peut changer, mais quand Longoria commence à te dire il y a 7-8 clubs dessus, tu as compris. Voilà. Qu'est-ce qu'il a parlé encore? Il a parlé aussi de système, de schéma tactique. Voilà, donc je pense que le 3-5-2, ça va pas faire long feu à l'Olympique de Marseille. Voilà. Il a parlé Longoria sur ça. Il a dit voilà, aujourd'hui on joue en 3-5-2, etc. Mais le schéma de Gattuso,
à Naples, au Milan, où tu veux, c'est toujours le 4-3-3. Donc Gattuso, à ce que je comprends ce qu'il nous dit Longoria, Gattuso aurait dit à Longoria les postes sur lesquels on doit se renforcer pour que justement Gattuso met son système de jeu en place, le 4-3-3. Voilà, comme je t'ai dit, il te faut vraiment des joueurs de côté, de vrais ailiers rapides, dribbleurs qui rentrent vers l'intérieur, etc. C'est ce qu'on n'a pas à l'OM. À part Ismail Assar, qui peut faire vraiment ce rôle d'ailier, mais sinon on n'a pas d'ailier pur. Donc tu peux pas faire un système de jeu où tu n'as pas des joueurs qui ne sont pas adaptés à ce système-là. Voilà, donc Longoria, il a dit, on va essayer de recruter en gros un joueur par ligne pour mettre en place le système de Gattuso. Voilà. Donc ça, moi, je pense que c'est quand même un risque. Parce que là, avec le 3-5-2, on a quand même, mine de rien, réussi à remonter la pente. Donc si là, au mois de janvier, tu fais le mercato pour ton coach, qui fait son 4-3-3, et que ça marche pas, ça peut être compliqué aussi. Tu vois? Parce qu'on va dire comment? On est en 3-5-2, ça allait mieux. Là, à la reprise, tu repasses en 4-3-3. Alors certes, tu auras recruté des joueurs pour ce système-là. Mais si ça marche pas, les gars, je trouve que c'est quand même risqué de prendre ce truc-là. Après, Gattuso, bon, il joue en 4-3-3, donc on va lui faire confiance. S'il veut vraiment travailler ce système-là. Mais à condition de mettre les joueurs où il faut. Et de recruter les joueurs qui jouent dans ce système-là. Bon, bref, il a parlé un peu de tout ça. Ensuite, il a parlé de Franck McCourt, parce qu'il y a un journaliste qui lui dit, on a l'impression au club, à l'intérieur du club, même les supporters et tout, ils ont l'impression que McCourt, n'est plus là, il est discret, on le voit pas. Et alors que McCourt avait promis au groupe de supporters d'être plus présent, et c'est ce qui fait pas parce qu'il est jamais là. Et Longoria, il nous dit oui, mais il est toujours investi. Il nous appelle une fois par semaine, 3 heures pour débriefer un peu tout ça. Donc, ah ouais, si vous trouvez qu'être propriétaire d'un club, tu l'appelles une fois par semaine à ton président pour savoir un peu comment ça se passe, ah ouais, c'est vrai que c'est vraiment investi. Donc non, ça, je pense qu'il nous a fait de la com. Pour moi, McCourt, pas qu'il s'en fout de l'OM parce que ça lui appartient encore, tu vois, mais il a d'autres choses à faire, je pense, McCourt. C'est ce que je ressens. Le mec, il est jamais au stade, il est jamais là, il est jamais. Quand il y a des trucs qui se passent à l'OM, il prend pas position, il prend rien. Après, Longoria, il nous dit oui, mais il a mis en place des dirigeants, il fait confiance aux dirigeants. Ouais, y a pas de souci. Mais on aimerait que le propriétaire de notre club soit un peu plus présent. Donc, quand Longoria, il nous dit ouais, il nous appelle une fois par semaine, 3 heures, bon. Ben, voilà. À d'autres. Voilà. Ça m'a fait rigoler, personnellement. Si vous trouvez que c'est être investi dans un club en appelant une fois par semaine, on n'a pas le même sens de ce mot-là, investi. Alors, Pablo, moi et toi. Voilà, bon. Ensuite, il a parlé aussi du mercato. Donc, il nous dit que pour le mercato d'hiver, l'OM n'est pas obligé de vendre. Vous savez qu'on est encadré par la DNCG par rapport à la masse salariale. Donc ça, Longoria, il a dit aussi. Il a dit, c'est vrai qu'on a pris ce risque de prendre des joueurs avec des gros salaires parce que pour nous, on allait en Ligue des Champions. Donc pour l'OM, on passait le barrage. Ça, c'est une deuxième erreur. Quand tu es en barrage de Ligue des Champions, tu peux pas construire vraiment une équipe. Après, ouais, quoi que je peux le comprendre aussi, mais c'est un risque. Voilà, c'est un risque qu'a pris l'OM et qu'a pris Longoria. Du coup, tu as été encadré par la DNCG parce que tu as des joueurs qui touchent des gros salaires. Et Longoria, il a dit, j'ai monté une équipe pour jouer la Ligue des Champions. Moi, je me dis, heureusement, finalement, que c'est pas qualifié en Ligue des Champions. Parce qu'aller en Ligue des Champions avec les Correa, les Vitinha, et te prendre encore des humiliations, franchement, non. Donc, d'un côté, je suis content, moi, qu'on n'est pas en Ligue des Champions. Voilà. Parce qu'on se serait fait, je pense, humilier. Voilà. Et ça me fait mal au cœur de le dire. Voilà. Bon, bref. Il nous a parlé de ça. Comme quoi, pour le mercato d'hiver, on pourra acheter. Il a dit, voilà, ne croyez pas parce qu'il y a 7 joueurs qui vont partir à la CAN qu'on va recruter 7 joueurs. Non, on va recruter... Moi, je pense que l'homme, ils vont recruter 3 joueurs. Et 1 joueur par ligne. Donc, je pense un latéral gauche, un milieu de terrain, et peut-être 1 ou 2 joueurs offensifs. Voilà, moi, je pense que ça va être ça. Entre 3 et 4 recrues pour ce mercato d'hiver. Voilà. Donc, il a parlé un petit peu de tout ça. Ensuite, il a parlé de la Super League. Voilà, je sais pas si vous voyez en ce moment, ça fait le débat là, avec la Super League, pas la Super League, etc. Je pense que je ferai une vidéo à ce sujet comme il faut.
Alors il y a un journaliste qui lui dit on a vu que l'OM avait envie de participer à cette Super League, que l'OM aurait donné son accord pour participer à la Super League. Et Longoria il nous dit non, j'ai donné aucun accord, c'est faux. Je n'ai jamais dit que on allait disputer la Super League, c'est encore trop flou ce projet, etc. Je sais pas quoi. Donc bon, ça reste assez flou encore. De quoi il nous a parlé? Bon voilà, je fais quand même un petit peu le tour. J'ai fait un petit peu le tour. Il y a eu beaucoup de com aussi, hein, beaucoup de com. Par contre, il a reconnu, c'est vrai, je le dis encore une fois, mais il a reconnu son erreur avec Marcelino. Voilà, il a encore reconnu, il a dit voilà, c'est vrai que ce changement de système de jeu vite comme ça, avec de nouveaux joueurs et ce changement de système entre le jeu de Tudor plus ce qu'on a voulu mettre en place avec Marcelino, c'est vrai qu'on l'a payé, on a fait un mauvais début de saison, notamment l'élimination contre le Pana, etc. et des joueurs perdus sur le terrain. Parce que sous l'ère Marcelino, rappelez-vous, les joueurs, ils étaient perdus sur le terrain. Voilà. Donc ça, Longoria, il a reconnu. Voilà. Donc moi, maintenant, pour terminer, j'ai un avis sur ça aussi. Là, on a Gattuso. Il veut mettre son 4-3-3 en place. Ok, il n'y a pas de souci, c'est un système de jeu, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que logiquement, Longoria, Medji Benatia aussi, hein. Benatia, ça va être son premier mercato aussi, on va voir ce qu'il va apporter. Mais ça veut dire, les gars, qu'on va recruter pour Gattuso, pour qu'il mette son système en place. Il n'y a pas de souci. C'est logique, c'est normal jusque-là. Mais moi, ce que j'aurais aimé qu'on lui pose comme question, et personne ne lui a posé à la conférence de presse, c'est qu'on lui dit, ok, Pablo, tu vas recruter pour Gattuso, pour qu'il mette son système en place, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que Gattuso sera là l'année prochaine? Si le l'OM n'est pas en Ligue des Champions, est-ce que vous allez conserver Gattuso? Ça, c'est des questions que j'aurais aimé savoir les réponses. On ne lui a pas posé. Je trouve que c'est dommage. Parce que là, voilà, si tu recrutes pour ton coach Gattuso, mais que si tu n'es pas en Ligue des Champions, tu le vires la saison prochaine, c'est-à-dire que tu vas prendre un coach qui joue en 4-3-3. Lui qui va remplacer Gattuso. Ne fais pas la même erreur que tu as fait avec Marcelino et Tudor. Ne change pas de philosophie comme ça encore. Parce que c'est pour ça que je parle de stabilité de projet. Financièrement, on est bien, tout va bien, mais moi, c'est dans le jeu, dans les titres, dans tout ce que tu veux. Le changement de joueur au quotidien, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Voilà, donc je vous mets un exemple. Si on recrute pour Gattuso pour le 4-3-3, et qu'on ne conserve pas Gattuso en fin de saison, il faut prendre un coach alors qu'il joue en 4-3-3 pour suivre ce style-là et les recrues qu'on aura fait au mercato d'hiver pour ce schéma-là. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Sinon, ça serait la même erreur que Marcelino Tudor. Voilà, donc bon. Vous me dites un peu en commentaire, les gars, ce que vous en pensez. La conférence de presse est disponible, donc vous pouvez aller la regarder. Voilà. Voilà, les gars, on a fait un petit peu le tour, hein. C'était Franky Foot, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu, c'est gratuit et ça me donne énormément de force. Je tiens à vous remercier. C'est bientôt les fêtes, etc. Je vais un peu me reposer aussi, hein. Je pense que j'en ai besoin. Hier, j'ai eu un petit peu de tension, etc. Voilà, je vous dis un peu vite fait, vous inquiétez pas, c'est rien de grave, hein. Voilà, petite tension légère, mais ça va, je vais bien. Il n'y a pas de problème. Je continuerai les vidéos. Là, on va arriver au mercato. Donc, je vais vous proposer des joueurs, etc. pour renforcer cette équipe de l'OM. Je vais donner mon avis sur les rumeurs, comme d'habitude, les rumeurs mercato, etc. Voilà. Vous inquiétez pas. Même pendant les fêtes et tout, je serai présent, je serai actif. Voilà. J'essaierai de garder le fil. Voilà, les gars. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien, supporters marseillais et supportrices marseillaises. Portez-vous bien. Et à vous maintenant de réagir en commentaire comme d'habitude, comme vous savez faire, dans le respect, etc. Comme vous savez faire, la famille. Voilà. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien et allez l'OM. À la vie, à la mort. Et je souhaite bien évidemment une meilleure seconde partie de saison là pour l'OM, en espérant que qu'on atteigne ce podium, qu'on va loin en Coupe de France et qu'on passe ces barrages. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Que l'OM aille bien. Voilà, je veux qu'on va bien. Je veux que l'OM va bien. Voilà, c'est tout ce que je veux. Voilà les gars, allez, je vous laisse là. Portez-vous bien et allez l'OM. À la vie, à la mort. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Allez l'OM les gars. C'est tout simplement.